Yo salut ses amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je suis en compagnie de Duel Genesis qui est avec moi sur Skype et on a envie un petit peu d'aborder les questions sur les deux prochains decks de structure qui vont arriver, qui n'est d'autre la rage des dino-broyeurs, le réacteur des machines qui sortent, ces deux decks là sortent directement le 13 avril. Donc Duel Genesis qui a déjà étudié un petit peu les decks, il est là avec nous pour nous en parler, pour détailler un petit peu tout l'aspect de ces decks. Et je te laisse la parole. Donc si tu peux nous dire qui es-tu et nous te présenter un petit peu pour les abonnés. Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Merci à toi de m'inviter pour cette petite vidéo. Je suis un Yugi-tuber, du moins ex-Yugi-tuber pour l'instant, qui se consacre à la stratégie Yu-Gi-Oh, notamment sur les decks fun qui peuvent être utilisés en compétition en abordant différentes émissions, parodiant notamment des émissions de télévision que l'on connaît tous assez bien. Et voilà, tout simplement. Une petite question comme ça qui me vient, mais donc toi tu vas plutôt jouer des decks qui sont pas spécialement méta, mais qui arrivent à contrer certains decks méta. C'est cela, en fait, je joue avant tout des decks que je trouve intéressants, auxquels je vais souvent rajouter des cartes qui sont faites pour contrer le méta. Je vais prendre juste un exemple tout simple. Je sais que par exemple que le deck actuel Zodiac est très sensible aux effets de destruction de massifs. Un effet tel que Raigeki, trou noir, fait énormément de mal à ce deck. Et donc du coup je me dis, je joue Robo Bureau, et bien dans ce deck, il a ses points forts, ses points faibles. Et ben je vais y rajouter deux trous noirs et un Raigeki parce que je sais que contre le méta, c'est particulièrement efficace. Donc je joue fun parce que je joue le deck que j'aime, mais je mets également des cartes que je sais qu'elles seront particulièrement efficaces face au méta. Ça marche, merci pour ces explications. Donc on va parler, je vais te laisser parler en tout cas et me dire ton point de vue sur toutes les cartes qu'on va retrouver dans ces deux decks de structure. D'accord. Eh bien, pour ce qui est du deck rouage ancien, on va retrouver des cartes qui vont apporter à la fois stabilité et agressivité au deck. Pour ce qui est de la stabilité, il y a une carte incontournable qui est la Vouivre rouage ancienne, qui est finalement le Herman héros élémentaire du deck rouage ancien, puisque lorsque ce monstre est invoqué, vous pouvez tout simplement ajouter depuis votre deck à votre main un monstre rouage ancien. Donc ce monstre sera bien sûr à jouer à 3 exemplaires pour avoir un maximum de ressources tout simplement dans votre deck et surtout pour y avoir accès au moment que vous souhaitez. Mais à côté de cela, il y a une seconde carte véritablement indispensable pour le deck. Il s'agit de la catapulte rouage ancienne qui vous permet de détruire une carte de votre côté de terrain pour invoquer depuis votre deck un monstre rouage ancien. Ceci va notamment rentrer en combinaison avec la magie de terrain Gear Town, ville des engrenages, qui elle aussi vous permet d'invoquer un monstre lorsqu'elle est détruite de votre terrain au cimetière. Le combo est assez simple. Vous jouez votre magie de terrain, vous jouez la catapulte rouage ancienne. Par l'effet de la catapulte, vous détruisez votre ville d'engrenage. La catapulte vous autorise à une invocation de monstre depuis votre deck, et de même pour la ville des engrenages qui a été détruite. Donc véritablement, deux cartes qui vont apporter des combos de stabilité et d'agressivité. Pour ce qui est du deck dinosaure, nous avons droit également à une palette de bonnes cartes, puisque nous avons également de la stabilité apportée par le petit Ranodon, qui va vous donner l'opportunité d'invoquer depuis votre deck des monstres dinosaures de niveau 4 ou plus, mais également le Oviraptor, qui lui va vous envoyer depuis votre deck au cimetière un monstre dinosaure, ce qui va être assez utile puisque au cours de la dernière édition, Tempête d'orage, nous avons eu accès à un dinosaure assez particulier que je vous laisserai bien sûr le soin de découvrir par vous-même. Mais au-delà de cet aspect véritable de stabilité, le deck mélangé à d'autres micro-organismes issus de l'extension Crise Maximale qui sortira prochainement et de l'édition Tempête de Rage, eh bien, va pouvoir tout simplement se mélanger entre les True King, le Structure Deck et l'évolution de l'archétype Draco Slayer. Ces trois archétypes
vont pouvoir se mélanger, former un nouveau deck qui va avoir un aspect beaucoup moins agressif que le deck rouage ancien, mais qui va pourtant pouvoir avoir une véritable présence sur le terrain. Ah oui, une question en parallèle, si je peux me permettre. Donc c'était, pour toi, ça fait du bien ou pas de retrouver des cartes Dino? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des decks structure Dino, et avoir un petit peu ton ressenti sur ça. Oui, je suis très enthousiaste à retrouver des dinosaures. Un type qui a été quand même plutôt délaissé de la part de Konami, puisqu'on peut comparer le nombre de dinosaures qui doit être à peine une quarantaine, comparé à des monstres tels que Guerrier où il y en a plus de 1200. C'est vrai qu'il y a quand même une grosse différence entre le nombre de dinosaures et le monstre type Guerrier. Donc je suis bien content, sachant que les dinosaures sont quand même plutôt badass, hein. Il faut dire, ils en imposent. Et Hmm. donc pour l'esthétique, je suis vraiment ravi de voir des dinosaures et j'espère que cela continuera ainsi dans le futur. D'accord. Les avantages, alors pour ceux qui concernent le deck rouage ancien, l'un des premiers avantages, c'est que c'est un deck qui va franchement se prendre assez facilement en main. Il a une stratégie très agressive liée à l'invocation fusion, qui est notamment facilitée par le chien de chasse rouage ancien, retrouvable dans l'édition Tempête de Rage. Et l'invocation fusion en soi va permettre au deck de sortir des monstres ayant de nombreuses immunités et qui pourront attaquer également en toute impunité car les monstres rouage anciens partagent un effet empêchant l'adversaire d'activer des magies ou pièges en battle phase. Donc vraiment la stratégie même de ce deck, ça va être de remplir son terrain de monstres, notamment avec la catapulte et la ville des engrenages, pour faire une équation fusion d'un monstre qui va être vraiment immunisé à grand type de cartes et taper comme un sourdingue. C'est une stratégie certes peut-être basique, mais qui peut être une bonne option pour quelqu'un qui souhaiterait par exemple reprendre le jeu. Et les machines, c'est bien. Voilà, faut le dire. Bien que les dinos, j'aime aussi. Mais du coup, le petit point noir du deck, c'est justement cette stratégie est peut-être un peu simple et justement un peu trop simple. Donc un adversaire qui a peut-être une expérience du jeu va voir votre coup venir puisque une stratégie simple avec peu d'options de jeu va être plus facilement contrable. On sait que ce deck propose des monstres avec des immunités qui, lorsqu'ils déclarent une attaque, vont tout simplement être libres d'agir. Donc, ce que l'adversaire va essayer de faire, ça va être soit d'empêcher la battle phase, donc empêcher l'attaque, et pour empêcher l'attaque, ça va être empêcher les monstres de venir sur le terrain. Donc, c'est sur cet angle-là que votre adversaire va essayer de vous contrer. Pour ce qui est maintenant du deck dinosaure, le gros avantage est que ce deck, de par sa mixité avec quelques cartes issues de Tempête de Rage et de la prochaine édition, la Crise Maximale, va former un deck qui va tout simplement se concentrer sur une option de contrôle, puisque vous allez pouvoir ressortir des monstres tels que les Evolzar, Dolka et Lagia. Ces monstres sont des tueries dans l'aspect contrôle du jeu, puisque l'un vous permet d'annuler des magies, pièges ou l'invocation d'un monstre, tandis que l'autre vous permet d'annuler les effets de monstres. Donc, avoir ces deux monstres sur le terrain en même temps vous permet finalement de faire face à un peu toutes les situations possibles dans le jeu. Cependant, ce deck va tout de même rester sensible à quelques cartes de side assez courantes, notamment les Keiju, qui vont souvent vous priver d'une option de contrôle. Hmm. Donc, je pense avoir fait à peu près le tour sur les points forts, points faibles, à moins que tu aies quelque chose en plus à rajouter. Le moteur de pioche du deck, quelle carte va vraiment faire que tu vas aller chercher d'autres cartes dans ton deck dans... Ah, au niveau des moteurs de pioche, la vouivre rouage ancienne, puisque dès qu'elle est invoquée, tu peux aller chercher quelque chose de ton deck à ta main, donc c'est vraiment un indispensable. C'est vraiment un très gros point fort. Et pour le deck dinosaure, ce serait le petit Ranodon, qui lui ne va pas chercher littéralement, mais il va te faire au moins invoquer un monstre sur le terrain, un monstre pouvant être le monstre phare du structure deck, qui n'est quand même pas en reste vis-à-vis du structure deck, puisque il peut s'invoquer assez facilement depuis ta main en bannissant seulement deux monstres dinosaures.
Mhm. depuis le cimetière. Donc deux monstres, dès le second tour, tu peux l'invoquer très facilement. Et il a un effet quand même qui est assez sympathique de pouvoir mettre les monstres en position de défense face verso, ce qui permet parfois quand même de casser certains combos. Donc vraiment, un monstre quand même du structure deck, un boss monster, qui est quand même pas en reste, et que même si il sera peut-être mis à l'écart dans un premier temps parce qu'on sera tenté de rejouer les Volzar, Dolka et Lagia qui ont fait fureur sous l'ère Yu-Gi-Oh! Zexal, Mhm. ça reste une option qui ne sera pas à négliger. Et justement, c'est peut-être là-dessus que vous pourrez piéger votre adversaire, puisque votre adversaire sera peut-être trop concentré sur l'élimination de ces deux premières menaces que sont ces Xyz sortis sous l'ère Zexal, sans pourtant prêter attention à ce que vous avez dans votre cimetière, aux potentiels monstres que vous allez sortir de votre main, et donc vous pouvez du coup peut-être finalement saisir une opportunité pour asséner le coup fatal. D'accord. Donc des petites questions aussi que je me suis permis de mettre sur ma liste pour que les abonnés pourraient se poser. Donc une question qui revient très souvent même. Que doit jouer un débutant? Ou que doit jouer quelqu'un qui veut reprendre Yu-Gi-Oh! Qui a arrêté depuis 5, 6, 10 ans? Alors, Pour toi personnellement. alors juste avant de dire que doit jouer, la première chose qui serait à faire pour reprendre, c'est d'aller dans un centre, dans un magasin où il y aurait de préférence un arbitre pour faire un match de démo pour véritablement se remettre dans le bain. Au niveau des règles, au moins. Puisque les règles restent essentielles, c'est la base. On ne peut pas se lancer sans avoir cette base commune. On ne peut pas construire un pont si on n'a pas le ciment ou le matériel nécessaire. Donc tout d'abord, voilà, ce serait véritablement se renseigner sur les règles, se réinculquer les bases. Mais pour la question véritable, qui est que doit jouer un débutant, euh, quelque chose qui lui plaît tout simplement. Enfin, ça peut paraître un peu bateau comme réponse, mais il ne faut pas se forcer à jouer un deck parce qu'il est fort. C'est un comportement que je trouve assez bête parce que certains decks sont faits pour être joués par un certain type de joueur et c'est comme ça en fait. Euh, pour moi, un joueur doit se faire plaisir avant tout, ne doit pas forcément chercher la performance, mais il doit jouer un type qui lui plaît. Et pour jouer quelque chose qui nous plaît, c'est tout simple, il faut simplement s'interroger. Euh, Est-ce que je préfère jouer agressif ou défensif? Est-ce que je préfère jouer des monstres fusion, des monstres X6, des monstres synchro, ou un peu tout? Est-ce que je préfère jouer beaucoup de magie, peu de pièges? En fait, faut réfléchir sur plutôt le type de deck que l'on veut construire avant le type de jeu que l'on veut jouer. C'est véritablement toute sorte de questions que l'on doit se poser pour finalement tout simplement dresser une liste de ce que l'on veut faire et de ce qu'on ne veut pas faire. Si je veux jouer un deck agressif, je vais peut-être davantage me tourner vers le deck machine que vers les decks magiciens. Si je veux jouer un deck, par exemple, agressif, bah, je vais peut-être plus m'orienter vers un deck comme, je sais pas, un deck agressif qui me viendrait comme ça à l'esprit. Bon, comme le deck que je joue actuellement, Robot Bureau, qui est un deck machine très agressif, Mhm. et je vais pas jouer à côté de ça, par exemple, un deck Exodia, qui est un deck ultra passif. Oui. Exodia, c'est j'active, je pioche, j'active, je pioche. Donc voilà, le fait de se poser des questions peut-être aussi bêtes que simples, cela vous permet au moins déjà d'éliminer certaines pistes de deux decks. Mhm. Mais véritablement, jouez tout d'abord ce qui vous plaît parce que il n'y a pas de bon ou de mauvais deck. Et je vais citer, je pense, un grand joueur, je vais citer notre champion d'Europe actuel, qui dit que pour lui à Yu-Gi-Oh! Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix tant qu'on peut les justifier avec raison. Un deck peut être par exemple pas forcément fort contre la metagame, mais si vous arrivez à adapter cette decklist face au metagame, comme ce que j'essaye de faire, je ne vous assure pas une victoire à 100%. Parce que si la victoire est assurée à 100%, la metagame ne serait plus une metagame. Mhm. Mais vous pouvez au moins augmenter vos chances de victoire ou même véritablement gagner contre le méta. C'est des fois des déclics, des pensées qui surgissent comme ça, des éclairs de génie qui vont faire que votre deck va être un bon deck. Et surtout, dernière chose, c'est que si vous aimez un deck,
ne le laissez pas statique dans le temps. Ne vous dites pas, c'est bon, j'ai fini la construction, je m'arrête là. Un deck doit évoluer à chaque format. Un deck suit les banlists. Un deck doit être toujours en perpétuelle évolution pour toujours être adapté au format de jeu. Donc, jouez quelque chose qui vous plaît, interrogez-vous et faites évoluer votre decklist. C'est les conseils que je peux donner à un joueur qui veut se relancer dans Yu-Gi-Oh! D'accord. Ok, et j'avais encore une petite question, je sais, je te rajoute beaucoup de questions, est-ce qu'on a la chance de t'avoir. Que penses-tu de la bannice qui est arrivée il y a 2 jours? Est-ce que pour toi, il y a un gros truc qui va arriver? Est-ce que pour toi, il n'y a rien qui change? Qu'est-ce que t'en penses, tout simplement? Je vais être assez sévère avec cette banlist, dans le sens où, au final, cette banlist n'apporte pas grand-chose. Elle apporte quelques bannissements qui étaient nécessaires, notamment le Magispectre Kirin, qui était véritablement une carte qui méritait depuis déjà un moment d'être bannie, de par sa puissance. Mm. Des suites logiques dans les bannissements, l'espace de négation. Après, nous avons droit dans les limités à quelques retours d'anciennes cartes bannies, mais qui ont, pour toutes, eu des modifications dans les effets. Ça ne tient parfois qu'à un point virgule, qu'à un ou deux mots, mais cela change toute l'efficacité de la carte. Et là, sur les retours des cartes limitées, seul l'ordre impérial est véritablement efficace. Pour modèle de comparaison, le contrôle cérébral qui est revenu, Mm. à l'époque, vous payez 800 points de vie, vous preniez le contrôle d'un monstre jusqu'à la end phase de votre tour. C'était très fort. Mais maintenant, la nouvelle version de cette carte qui est revenue 1, et vous payez 800 points de vie pour prendre le contrôle d'un monstre invoqué normalement sur Mm. le terrain. Et un monstre invoqué normalement, cela veut dire que ça exclut les monstres synchro, les monstres excises, les monstres pendules, s'ils ont été invoqués par pendulation. Et donc, ça exclut beaucoup de monstres différents. Et donc, est-ce que cette carte, finalement, bien qu'elle soit de retour C'est plus dans si le fort jeu, qu'avant. eh oui, et je trouve que justement, que c'est tellement plus si fort qu'avant, est-ce que cette carte, du coup, a le mérite d'être jouée, finalement, dans la decklist? Et selon moi, il y a beaucoup de ces cartes qui ont été modifiées. Ok, elles sont revenues, mais il y a mieux maintenant. Mm. Donc, je suis un peu sceptique. Par contre, je suis content de revoir le Sangan revenir non limité dans nos coteries. C'est très plaisant, parce que même si lui aussi a eu une modification d'effet, la modification d'effet est beaucoup moins impactante, puisque Sangan, quand il passe du terrain au cimetière, vous ajoutez de votre deck à votre main un monstre ayant 1500 points d'attaque ou moins. Avant, c'était illimité dans le tour. Donc, si vous faisiez revivre 36 000 fois votre Sangan du terrain au cimetière par tour, eh bien, vous faisiez autant d'ajouts d'autres decks à votre main. Mm. Là, la seule modification a été que cet effet est limité à une fois par tour. Donc, c'est beaucoup moins pénalisant puisque l'effet en soi, le cœur de l'effet n'a pas été modifié. On a juste eu une limitation sur le nombre d'utilisations de l'effet. Donc, Sangan reste très intéressant à utiliser et j'invite les gens à le rejouer, s'ils le peuvent, bien sûr. Mm. Donc, enfin, globalement, cette banlist, des choses qui ont été touchées avec raison, mais beaucoup de retours finalement qui sont là pour les nostalgiques, pour faire un peu plaisir, mais qui en soi ne vont rien impacter. Cette banlist ne résout pas en fait les problèmes que nous rencontrons actuellement. Elle résout les anciens problèmes en réapportant quelques cartes qui pourront parfois servir à certains, mais qui ne vont pas pour autant changer le cœur de la metagame, le cœur du jeu. D'accord. Bah merci d'avoir répondu à cette question. Mais de Euh, rien, avec plaisir. Bah, si maintenant les gens veulent te retrouver sur Internet pour en savoir plus un petit peu sur les différentes aussi émissions que tu proposes, bah, tu as une chaîne YouTube, Dueliste Duelis Genesis. Genesis, Donc c'est ça. si vous voulez le retrouver, Euh, n'hésitez pas à le taper sur YouTube, vous allez trouver sa chaîne qui parle beaucoup plus, je suppose, du jeu plus que de la collection, d'ouverture, etc. T'es vraiment spécialisé plus dans le jeu.
Oui, disons qu'en fait, niveau budget, j'ai préféré me concentrer sur le jeu, on va dire, en virtuel, notamment. Mais oui, je suis beaucoup plus centré sur le jeu. J'aime bien m'ouvrir quelques boosters, mais c'est, on va dire, par manque de financement, que je préfère me concentrer quand même sur le jeu. Bien que j'apprécie énormément ce que tu fais sur l'ouverture, cela permet vraiment de redécouvrir des séries, d'avoir un côté très nostalgique avec les vieilles séries, de aussi redécouvrir ce qui était utile dans les anciennes séries. C'est un peu à chaque fois le jouet du Kinder Surprise. On se dit à chaque fois, ah, mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Et enfin, c'est à chaque fois, on retrouve vraiment dans tes vidéos cette excitation de la surprise que l'on va avoir. Et donc, c'est vraiment cool. J'apprécie énormément. Bah merci. Bah moi, les ouvertures, j'aime vraiment. Je fais ça principalement montrer mes ouvertures en vidéo. C'est pour faire surtout découvrir énormément de séries que les gens n'ont pas connues ou n'ont peut-être pas les moyens ce mois-ci d'investir dans des cartes. Donc ils peuvent pas savoir ce qu'il y a dedans. Au moins ils les ont directement. Et c'est oui, c'est de l'information et de la nostalgie surtout que pour ce. C'est pour ça que je fais autant d'ouvertures sur la chaîne YouTube. Pour oui, répondre à comment me suivre, et bien du coup oui, ma chaîne YouTube, merci d'ailleurs de me l'avoir De rien. de me l'avoir un peu promu. Sinon par Skype, même pseudo, pour pourquoi pas faire des discussions en live, parler d'un thème précis ou de tout et de rien. Je reste disponible. Et ton Skype, c'est pareil, c'est Duelist Genesis. Duelist Genesis, vous pouvez me retrouver, je pense, sans grande difficulté. D'accord, donc j'avais une dernière petite question quand même que je voulais te poser. Pour toi, l'avenir de Yu-Gi-Oh! En quelques mots. Euh, c'est difficile. Euh, je dirais prometteur si les bons choix sont faits au bon moment. Mais je reste quand même persuadé que l'avenir reste prometteur, notamment avec la prochaine grande nouveauté de la future génération Yu-Gi-Oh! V-Reigns. Moi, j'ai aussi la nostalgie. Je pense que pour moi, l'avenir de Yu-Gi-Oh! Il y a. Si, il y a encore. Il y a encore. Pour moi, il y a encore un bel avenir. Après, oui, ça va dépendre principalement des choix que prend Konami là-dessus. Et bah, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette petite vidéo d'information d'actualité, de nous dire en commentaire les prochains thèmes qu'on voudrait aborder, par exemple les Monstre Links, etc. Ou alors d'autres decks de structure, d'autres tournois, d'autres organisations. Bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et on prendra bah, un de vos thèmes, voire plusieurs de vos thèmes pour faire une prochaine vidéo bah, ensemble si Duelist Genesis est disponible. Donc voilà, en tout cas, je voulais vraiment te remercier d'avoir passé quasi 1 heure de ton temps pour ce petit, bah, cette actualité, cette information qu'on donne aux Merci abonnés. à toi. Bah Non, voilà. mais merci à toi de m'avoir fait participer. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas exprimé publiquement, donc merci, c'était cool de pouvoir simplement échanger nos points de vue. Et voilà, j'espère que le public appréciera. J'espère aussi. N'hésitez pas à nous faire part en commentaire vos avis sur cette petite émission et peut-être qu'il y en aura plusieurs qui vont arriver si vous kiffez justement. Sur ce, je vous laisse. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut.